Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce studio. La deuxième session ordinaire de l'année législative 2022, ouverte cette semaine au Parlement, n'est pas de tout repos. À mi-parcours de l'exercice budgétaire, les députés et les sénateurs vont devoir examiner le texte modifiant la loi de finances 2022. L'idée d'une loi de finances rectificative, dit-on, vise à mettre en cohérence le budget de l'État avec l'environnement économique international. Les enjeux de la session ainsi que le travail parlementaire qui va suivre autour de la loi nous intéressent à Scène de Presse ce soir. Comment comprendre le collectif budgétaire soumis au Parlement en ce moment? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir à ma gauche Madame Douvaouissa Aïssa Amadi. Bonsoir Madame députée. Bonsoir, c'est vrai. Vous êtes députée de l'UNDP, c'est dans la circonscription du Mayo-Louti. Merci d'être venue. Merci. À ma droite, également un député, Angelbert Isomba Bongono, député RDPC de la Mefou et Akon. Merci beaucoup, monsieur le député, d'être là. Merci de m'avoir invité. Je salue tous vos nombreux téléspectateurs. Docteur Charles Aona, politologue, chargé de cours enseignant à l'IRIC. Merci d'être là. Bonsoir. Je salue tous les téléspectateurs. Merci de m'avoir invité. Et puis il y a Dr Pierre Nka, journaliste, politologue. Il est directeur de la revue Sens Politique. Une fois de plus, merci d'être venu. Merci bien, Sévérin. Merci de me convier. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Alors, l'on se souvient que le 2 juin dernier, le président de la République a signé une ordonnance portant modification de la loi de finances adoptée en novembre 2021. On s'achemine donc vers l'examen d'un texte qui va permettre de modifier en cours d'année et de manière significative les dispositions de la loi de finances initiale concernant notamment les plafonds des dépenses du budget de l'État et les données générales de l'équilibre budgétaire. Cette loi de finances rectificative est destinée à financer les différents dispositifs qui accompagnent la sortie de la crise sanitaire afin de soutenir les entreprises, les salariés et bien sûr les ménages. Mais, Dr Pierre Nka, on est quand même surpris de ce qui se passe. Ça devient une habitude, une loi rectificative chaque année. Oui, et on est surpris pour ceux qui ne suivent pas l'évolution du budget. Du processus budgétaire dans notre pays. Pour moi, et là je tiens à convoquer une étude que nous venons de rendre dans le cadre de notre activité avec l'International Budget Partnership basé à Washington, et nous avons un peu scruté 13 budgets en Afrique francophone. On se rend compte quand même que sur le plan réglementaire, le Cameroun est dans le respect de ce qui doit être fait jusqu'à une certaine proportion, parce que sur ce plan, le Cameroun a certainement gagner des points. On note quand même que le Cameroun, en termes de respect de la réglementation, concernant le processus budgétaire, le Cameroun a gagné 89 points sur 100. C'est quand même quelque chose qui est un acquis. Autre chose, tout cela, vous voyez, on en parle sur ce plateau, ça rentre dans ce qu'on appelle aussi la transparence budgétaire qui nous est plus ou moins imposée par la conjoncture internationale avec le programme économique et financier de 2017 qui nous a imposé certaines logiques de transparence. Sur ce plan, la réforme au sein du ministère des Finances a quand même permis de gagner quelques points. Lorsque je l'ai dit, c'est pas dit que tout est propre. Il y a un ensemble de choses qui nécessitent justement la révision permanente, et les objectifs qui sont présentés aujourd'hui au Parlement peuvent poser problème dans leur matérialisation, parce que une fois la loi... Ça nécessite la révision permanente. Est-ce qu'on ne pouvait pas prévoir ça d'avance? C'est ça ma question. Oui, en termes de prévision, ce qui est sûr, ce que vous dites est réel, parce que le budget, c'est une prévision sur ce qui peut être fait, sur les besoins d'un pays, et on prévoit, et maintenant on se rend compte que la conjoncture pose un problème. La conjoncture peut, pour moi, ne me surprend pas de manière permanente, parce que Covid, on vit Covid depuis, les questions de mots... Raison de plus pour prévoir. Absolument. Et maintenant, les questions de peut-être liées au coût des matières premières, ça aussi c'est une conjoncture particulière qu'il faut prendre en ligne de mire. Mais je pense que le Cameroun, en général, n'a pas tant un problème au niveau, comme je l'ai dit, tout le monde convient que le processus sur le plan réglementaire est respecté. La question du budget au Cameroun se pose sur son implémentation, sur sa préparation, parce que lorsque vous dites
est-ce que notre budget, dans ce cadre de prévision, est-ce qu'on doit revenir chaque fois? Ça pose un problème de préparation en ce moment-là. Et sur ce plan, le même rapport IBP vous dit que le Cameroun pêche dans sa préparation du budget parce que sur 100 points, le Cameroun n'a gagné que 33 points. C'est tout dit sur le travail titanesque qui doit être fait, tant au niveau des acteurs qui sont les députés, mais aussi des citoyens et du gouvernement qui a la charge d'implémenter ce budget. Docteur Ona, la conjoncture économique internationale est connue d'avance quand même. Les données sur la croissance mondiale sont tout le temps publiées. Mais de là à faire d'une loi rectificative de la loi de finances chaque fois, pour le Camerounais, le citoyen camerounais lambda, on se dit, est-ce que les prévisions ne sont pas bien faites? Est-ce que le travail de préparation en amont, préparation du budget, n'est pas bien fait? Merci, mais je ne pense pas qu'il s'agisse effectivement d'une question liée à la pertinence même des prévisions. Il est clair que il y a un processus qui est bien rodé, qui a cours chaque année. C'est un processus qui suit plusieurs étapes. Et d'ailleurs même qui s'est étoffé désormais avec le débat d'orientation qui a lieu, n'est-ce pas, 6 mois à l'avance et qui permet normalement à ce que tous les aspects puissent être évoqués longtemps à l'avance en termes de prévision. Et vous l'avez dit, il y a des indicateurs, n'est-ce pas, macroéconomiques sur la conjoncture internationale et nationale qui permettent de se rapprocher de la réalité en termes de prévision budgétaire. Mais voyez-vous, il faut qu'on l'explique bien aux Camerounais, c'est-à-dire que je pense que personne ici sur ce plateau ne sait exactement ce qui se passera demain. Ça veut dire qu'il y a l'aléa. On peut avoir des meilleures prévisions, mais personne ne prévoit, même pas au niveau international, la survenance de la Covid-19 avec autant de virulence. Personne ne prévoit la date exacte du début de la guerre en Ukraine, par exemple. C'est-à-dire que, à côté de l'effort, je suis d'accord, de prévision et de planification, même de programmation, qui reste à faire, il y a la question du pilotage du budget, qui est une question contingente, c'est-à-dire qui dépend de la conjoncture. Et cette conjoncture, elle est fluctuante, n'est-ce pas? Elle ne dépend de personne. Bien au contraire, ce qu'il faut louer, c'est la réactivité, c'est le dynamisme, n'est-ce pas, des pouvoirs publics à réagir aussi bien à la demande sociale, qui est de plus en plus forte, comme nous avons pu le constater cette année au Cameroun avec le mouvement OTS, et bien sûr à la réactivité par rapport à la conjoncture internationale. Nous y reviendrons peut-être avec les effets positifs et négatifs, notamment de la géopolitique mondiale, notamment les effets sur la hausse, n'est-ce pas, du pétrole brut, mais aussi, à contrario, la hausse, n'est-ce pas, des produits pétroliers de consommation, c'est-à-dire le pétrole, le carburant à la pompe, mais bien entendu, tout ce qui concerne l'alimentation, notamment la hausse des cours du blé et même la raréfaction qui a entraîné, on le voit déjà, une inflation forte, n'est-ce pas, sur les marchés. En fait, il s'agit ici d'ajustement par rapport au pilotage du budget, ce qui est tout à fait normal. C'est-à-dire que l'exercice qui a cours aujourd'hui au niveau du Parlement est un exercice tout à fait normal d'expression. On est d'accord, ça se passe pas seulement au Cameroun, ça se passe partout ailleurs. Mais Madame la députée, cette loi rectificative de la loi de finances, la question également est valable pour le député Angelbert, elle pose quand même un problème sur le travail parlementaire. On a l'impression, et ça c'est un avis que vous pouvez parcourir dans les journaux, on a l'impression que le Parlement laisse passer les erreurs de l'exécutif, quitte à ce que cet exécutif le saisisse pour dire voilà, je me suis trompé, est-ce qu'on peut rectifier et vous valider. Est-ce que vous avez cette grille de lecture? Tout d'abord, je ne pense pas qu'il y a erreur sur le budget qui nous est présenté. Je ne pense pas que les députés ne font pas véritablement leur travail. Mais il faut comprendre qu'à un moment donné, quand on fait un budget à
mi-parcours, quand on avance, on s'arrête et on revoit qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, qu'est-ce qui doit être rectifié. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons la loi rectificative, parce que, comme le disait le professeur tantôt, il y a des aléas, il y a des aléas non seulement climatiques, les aléas sociales qui a amené le gouvernement à pouvoir faire ces rectifications. Nous avons par exemple la réduction dans les exportations. Aujourd'hui, le Cameroun ne peut pas facilement exporter ses biens vu le climat social qui prévaut dans le monde aujourd'hui avec la guerre de l'Ukraine. Et aussi la hausse des prix de tous des produits de première nécessité dans l'importation. Et pour cela, le gouvernement se voit le devoir de pouvoir rectifier un certain nombre de choses pour que aujourd'hui le budget soit digeste. Mais ce contexte international, il a toujours existé. On ne parlait pas autant du collectif budgétaire les années antérieures. Mais non, mais ce que je voulais dire... Il y a quelques années, on en parle régulièrement. Non, ce que je voulais dire, je voulais dire, vous savez très bien qu'on a passé 2 ans du Covid. On ne savait pas à quel moment le Covid va s'arrêter. Et vous avez vu que l'enveloppe budgétaire, en ce qui concerne le Covid, a été réajustée. Puisqu'aujourd'hui, on nous parle déjà du paiement des vaccins. C'est déjà un apport, et mais dans les dépenses budgétaires en ce qui concerne le Covid, ont diminué. Et nous avons eu le mouvement OTS, qui est arrivé subitement, on se rend compte. On va en reparler, honorable. Je reviens là-dessus, monsieur le député. Cette loi rectificative de la loi de finances me pose un problème. Le problème de la pertinence des prévisions budgétaires. Je crois qu'il y a un problème à ce niveau. Si vous permettez que j'explique d'abord pourquoi on est dans les lois rectificatives, parce que il faut savoir qu'avant 2018, donc avant la loi portant un régime financier, c'était possible de faire l'évaluation des incidents qui impactent l'exécution d'un budget à la fin de l'exercice. Mais il y a un règlement de la CEMAC, parce que nous sommes quand même membres de la CEMAC, qui nous impose précisément de prendre le régime financier qu'on vote en 2018 et qui est complété par la loi portant code de transparence et de bonne gouvernance. Ce qui veut donc dire quoi? Les incidents qui surviennent lorsqu'on exécute un budget en recettes et en dépenses doivent être pris en compte au courant de l'exercice, soit par une loi rectificative, soit par une ordonnance de l'exécutif. Et l'ordonnance, pour ceux qui nous regardent, c'est une décision du président de la République qui prend des décisions dans un domaine qui relève du domaine de la loi. C'est pour cela que pour l'instant, on ne parle pas encore de projet de loi rectificative, parce que le projet de loi qui va être présenté portera ratification de l'ordonnance du président qui a été prise en vertu de la loi. Donc cela dit, le problème de la pertinence peut être posé, parce qu'effectivement, le budget, c'est un acte prévisionnel des recettes et des dépenses de l'État, mais la pertinence va beaucoup plus porter sur les anticipations. Lorsqu'on a dit que c'est un acte de prévision, on fait des prévisions, effectivement, on se dit, on fait une première hypothèse, si le baril de pétrole est vendu à $35, voilà le résultat auquel on va aboutir. Mais dans la réalité, le baril de pétrole, à cause de la guerre en Ukraine, porte plutôt à 90 ou $93, donc il y a une embellie. On doit constater cela. Donc l'obligation du gouvernement, en vertu des 2 lois de 2018 que j'ai citées tout à l'heure, c'est de faire apparaître cela rapidement dans le budget. C'est pour cela que la préoccupation rectificative s'impose. Maintenant, est-ce que le gouvernement a anticipé les événements? C'est ça la problématique de la pertinence. Et c'est la question à laquelle vous ne voulez pas répondre, justement. Non, je réponds à la question en vous disant que, par exemple, le professeur a parlé tout à l'heure du mouvement des enseignants. Lorsqu'on votait le projet de loi du budget de 2022, personne ne voyait les enseignants venir. Et ça pose donc le problème de la pertinence de la convergence sectorielle qui fournit des données à ceux qui élaborent le budget. Est-ce que les revendications des enseignants étaient adossées sur une prévision budgétaire? Non. C'est pour cela que les institutions présidentielles
Peut-être parce qu'on a voulu faire taire ces revendications qui couraient déjà. C'est pour dire qu'il y a en réalité, il faut sortir du budget, comme disait Bianca tout à l'heure, du point de vue de la réglementation, c'est bien. Mais je dis la convergence sectorielle, c'est quoi? C'est que les ministères en charge de l'éducation avaient-ils donné les informations utiles pour budgétiser les revendications qui font l'objet des manifestations des enseignants? C'est pour cela que les mesures présidentielles impactent les dépenses et qu'on est obligé de revoir le budget pour en tenir compte. Première chose. Deuxième chose, le niveau d'anticipation, par exemple, de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on a suffisamment anticipé, malgré les annonces d'un certain nombre de pays, la possibilité que s'il y a une guerre en Ukraine, elle impacterait le prix du blé, elle impacterait les importations de blé, et que ces importations perturbées vont perturber également notre marché du pain. Donc, c'est ce que je dis, c'est la pertinence des anticipations qui doit nous permettre de construire un budget qui échappe à la contrainte exogène ou à la contrainte extérieure pendant son exécution. Et je conclue en disant que sur ce terrain-là, le gouvernement, comme tous les gouvernements du monde, a la difficulté de mettre la main sur une économie qui est extrêmement volatile ou qui est très largement libéralisée, c'est-à-dire pendant que les instances gouvernementales réfléchissent sur les mesures, s'imposent des contraintes réglementaires et législatives, eh bien le marché, lui, il va vite. C'est-à-dire que ceux qui possèdent les capitaux, ceux qui maîtrisent la demande, ceux qui maîtrisent l'offre, eux, ils n'ont pas de ces contraintes. C'est pour cela que le gouvernement prend toujours un certain temps pour ajuster la réalité aux prévisions, ou alors ajuster les prévisions à la réalité qui s'impose à lui. Et je crois que l'exercice finalement fait que il faudra que ceux qui nous regardent sachent qu'on va s'habituer désormais aux lois rectificatives. Et le mois de juin, au-delà du débat d'orientation budgétaire qui est consacré dans la loi, devient finalement le deuxième mois de la grande discussion du budget. Et ici, la revendication, enfin, si on peut parler de revendication entre guillemets, la préoccupation de l'Assemblée nationale, c'est quoi? C'est que, est-ce qu'on va continuer à prendre des ordonnances? Parce que le régime financier, lui, il prescrit quand même que toute modification de la loi des finances soit présentée au Parlement dans les mêmes formes que la loi initiale. Donc voilà un peu le petit décalage qui peut apparaître, mais je crois que de façon globale, on voit très bien que le mouvement, le gouvernement au courant du mouvement essaie de s'adapter à une situation économique extrêmement volatile, extrêmement non difficile à maîtriser compte tenu des tensions parfois insupportables sur le plan mondial. Et je pars de là pour dire que dorénavant, les députés que vous êtes, les sénateurs, vous avez du travail à faire. Parce que non seulement avec le débat d'orientation budgétaire, vous n'êtes plus au bout de la chaîne de préparation du budget, vous êtes y associé en amont, donc vous devez absolument, ce qui ne se fait pas pour le moment, associer à votre travail parlementaire des experts, des conseils fiscaux, vous devez avoir des comptables qui vous permettent de lire, de prévoir des éléments, de sorte que quand vous êtes en face du gouvernement, que vous puissiez avoir des éléments objectifs à opposer. Madame la députée, est-ce que... comprendre que le débat d'orientation budgétaire, nous serons à 2019, 2020, 2021. On va revenir là-dessus, honorable. Il faut bien comprendre le rôle du député ici. D'abord, même s'il voulait recruter ces experts, il n'aurait pas les moyens pour le faire. Parce que le député n'a pas les moyens d'exercice de son mandat. Il ne faut pas rêver. Donc, le rôle du député ici, c'est de jouer pleinement le rôle tel qu'il est prescrit par l'article 14, alinéa 2 de la Constitution, c'est-à-dire légiférer. Et contrôler l'action du gouvernement. Légiférer avec des éléments objectifs. Ça veut dire que lorsque le gouvernement vient avec des projets à l'Assemblée nationale ou au Sénat, qu'il sache qu'il a affaire à des responsables qui ont une information qui vient des populations. Parce que nous faisons tout cela dans l'intérêt des populations. Il ne s'agit pas d'opposer les experts des députés à ceux du gouvernement, non. Il s'agit de construire des réponses pour apporter des solutions aux besoins des populations. Et c'est ici que
Vous êtes d'accord avec moi que c'est la construction de ces réponses, le débat est ouvert à tout le monde, la construction de ces réponses vient justement de l'association, de l'appel que nous faisons à tous les experts que nous avons. C'est-à-dire que le député peut rassembler des éléments d'information. Au-delà de ce que la population, ses électeurs lui disent, il peut avoir des éléments tout à fait qui permettent de... Alors, je reviens sur ma question. Est-ce que le fait qu'on va maintenant vers les lois rectificatives, les lois de finances, ça va se produire avec les événements qui suivront en cours d'année, est-ce que cela n'appelle pas un nouveau regard sur le travail parlementaire? Tout à fait, Séverin, ça appelle un nouveau regard parce que depuis la 9e législature, les parlementaires ont demandé et ont voulu qu'au lieu de nous donner les projets, les microfinances, les micro-projets, qu'on puisse nous permettre d'avoir des cabinets parlementaires viables. Des cabinets parlementaires viables, des cabinets parlementaires où nous aurons des experts pour pouvoir nous orienter, parce que nous venons de tous les bords. Donc pour que nous puissions transformer ce que les populations nous disent et ce que nous voyons, il faudrait quelque part que nous ayons aussi des experts pour nous accompagner. Et ça, c'est une bataille que mènent les députés jusqu'à cette 10e législature. Et nous voulons à ce que véritablement nos cabinets parlementaires soient des véritables cabinets parlementaires. Mais le député Sombabo, on estime que vous n'avez pas de moyens. C'est vrai. Tout à fait, nous n'avons pas de moyens, c'est pour ça qu'on se bat. Il y a un véritable c'est pour avoir ces moyens-là. Problème dans le travail parlementaire. Les investigations que nous avons menées nous ont amené à poser une question essentielle. Lorsque le Cameroun se dit « je veux être un pays émergent à l'horizon 2035 », est-ce qu'on a un parlement qui est dans les dispositions de l'émergence? Sur cette question, on répond non. Pourquoi? Parce que la façon dont le budget est préparé à l'Assemblée nationale vraiment pose des problèmes. Jusqu'à l'année dernière, ça se passait comment? On donnait aux députés des piles de documents. Vraiment, je dis des piles de documents qui sont difficiles à lire. C'est-à-dire des choses qu'ils doivent avoir peut-être en septembre pour prendre le temps et travailler dessus et faire une session budgétaire en novembre sans grande difficulté. Ils ont ça en novembre, à quelques heures de l'ouverture de la session parlementaire. Ce sont des irrégularités qu'il faut corriger. Dans cet esprit, lorsque vous dites... On a une évolution avec le débat d'orientation. Non, le débat d'orientation ne règle rien. Ça ne règle rien. Pourquoi? Parce que tout ce qui est fait actuellement n'est pas appuyé, ne s'appuie pas sur des documents travaillés par les députés. Je prends par exemple, lorsqu'on vient parler de collectif budgétaire, là maintenant, est-ce qu'on a les 6 mois détaillés de l'exécution du budget de l'État? Non. À ce jour, on a besoin d'avoir 6 mois. Non, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Oui. De manière classique, dans l'une des réformes qui est proposée par les institutions internationales, c'est que les pays d'Afrique francophone doivent se mettre au pas de l'exécution du budget de l'État et donner des rapports semestriels pour qu'on ait une lisibilité. Parce que si on n'a pas cette lisibilité, le député va travailler avec quoi? Et là, ça amène une question. Au lieu de dire que le député recrute de telle manière, non, il faut changer le système de fonctionnement du Parlement. Le Parlement qui se réunit 3 fois par an, sans problème. Pourquoi? Parce que la conjoncture internationale, même nationale, oblige aux parlementaires de se prononcer en situation, pas attendre une convocation d'une session réglementaire pour espérer donner son avis sur les questions, pas seulement budgétaires, mais en général qui concernent la marche de l'État. Et là-dessus, si on ne le fait pas, le député et Somba disait tout à l'heure qu'ils n'ont pas de moyens. Je suis désolé de dire aussi aux députés que si on faisait le ratio entre le travail des 30 jours de la session parlementaire, ça fait 90 jours par an. Or, ces députés sont payés 12 jours, 12 mois, l'année, avec tous les avantages que ça appelle, et tout. Il faut professionnaliser le Parlement, parce que si ce Parlement veut accompagner le gouvernement joue avec le Parlement, parce qu'en réalité, lorsque le gouvernement se rend compte qu'il y a une opportunité, ils font d'abord, et comme il y a une fenêtre donnée par la loi, le président de la République intervient au nom de l'exécutif, et il remet. Regardez même les discours d'ouverture des présidents de différentes chambres. Ils sont souvent aux antipodes de la réalité, de la matière mise sur la table à l'examen. Alors, Pierre, vous laissez le professeur intervenir aussi. Ben oui, je pense que
Ne déplaçons pas trop le débat. Non, on est dans le débat. Il ne s'agit pas d'examiner ici les moyens. Merci, monsieur K. Nous n'examinons pas les moyens des députés. Je pense qu'aujourd'hui, les députés ont les moyens de travailler. D'ailleurs, ils font leur travail. Mais ils peuvent le faire mieux. C'est aussi, je crois que c'est aussi cela la préoccupation. Mais je reviens sur la nature même du document qu'on appelle le budget. On est bien d'accord que le budget, c'est un document politique d'abord. C'est l'expression, n'est-ce pas, de l'action gouvernementale. C'est-à-dire que c'est un instrument, c'est l'instrument privilégié que le gouvernement utilise pour mener à bien les politiques, notamment les politiques publiques. Mais bien sûr, c'est un document juridique puisque finalement c'est une loi. Et cette loi, effectivement, elle est votée au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est pour cela que le travail parlementaire est important. Mais et enfin, bien sûr, c'est un document financier puisque c'est un document où on recherche un équilibre, n'est-ce pas, des comptes entre les recettes et les dépenses par rapport à la gestion des finances de l'État. Mais si on revient sur les aspects juridiques, je voudrais emboîter le pas à l'honorable Soumba pour dire qu'il y a un arsenal juridique qui encadre tout cela. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être inquiet de ce que on continue ou pas par des ordonnances. C'est encadré par la Constitution. C'est un mécanisme, n'est-ce pas, normal de régulation de l'activité et de la gestion budgétaire dans un pays. Il n'y a pas fondamentalement de problème là-dessus. La question n'est pas à ce niveau. Nous sommes d'accord que les lois rectificatives, on doit s'habituer. C'est normal. Oui, bien sûr. Maintenant, il faut que les choses changent aussi. C'est ça qu'il s'agit. Des questions de pertinence, d'efficacité qu'on questionne. Mais bien sûr, c'est de ça qu'il s'agit. Si on prend une ordonnance rectificative, c'est justement pour s'arrimer à la réalité. C'est pour être pertinent. Alors ne faisons pas croire que si une ordonnance est prise, c'est parce que la prévision n'a pas été bonne. Non, l'ordonnance vient compléter la réalité. Elle vient ajuster, n'est-ce pas, les événements qui ont cours. Nous sommes en juin, c'est-à-dire que nous sommes à la moitié de l'exercice budgétaire et on espère bien que cela sera intégré, que le Parlement va voter cette ordonnance pour qu'elle devienne une loi rectificative pour que la fin de l'année, eh bien, on puisse ressentir le changement dont vous parliez, mais c'est aussi les citoyens qui veulent le ressentir, c'est la ménagère qui veut le ressentir. Et je voudrais terminer, s'il vous plaît, rapidement en disant que oui, il est important de préciser qu'il y a également des choix politiques qui sont faits par le gouvernement à travers le budget. Si aujourd'hui, peut-être qu'on va y revenir, le gouvernement choisit de subventionner fortement, n'est-ce pas, les produits de consommation courante, c'est un choix politique. Et le gouvernement, n'est-ce pas, fait ce choix pour garantir une certaine cohésion sociale, une certaine stabilité politique. Ça aussi, c'est important. Alors, je voulais rebondir sur un aspect évoqué par Dr Bianca tout à l'heure, à savoir que les députés, nous imaginons que le texte va vous arriver et que vous devez l'examiner. Ce texte, vous n'avez pas une évaluation des 6 premiers mois d'exécution du budget. Est-ce que cela ne vous amène pas à faire un travail super? C'est pour ça que je parle du travail. Si vous permettez que je vous donne cette réponse-là, pour bien éclairer ceux qui nous regardent, le député n'a pas besoin de moyens pour faire ce travail. Ce n'est pas le député qui fait ce travail, c'est le Parlement. Je suis clair là-dessus. Le député n'a pas les moyens pour faire le travail du Parlement. L'article 14, alinéa 2 de la Constitution est clair. Le Parlement légifère et contrôle l'action du gouvernement. Le député est un membre du Parlement qui est sollicité au sein des commissions pour faire un certain type de travail. Mais le travail dont on parle là, pour le budget là, ce n'est pas le député, c'est le Parlement. Et le député, je regrette, j'entends beaucoup de gens parler de ça. Le député travaille 90 jours. Non, le mandat d'un député, c'est 5 ans. Il faut le savoir. Laisse-moi terminer. Il faut le suivre, il faut suivre ça. Ailleurs, ça fonctionne comment? On prend les moyens du mandat, on les donne au député et il assure son mandat. Donc, je ne sais pas si vous pouvez évaluer le travail d'un député sur 90 jours. Ça ne s'évalue pas en jours ou en mois. Et le député n'a pas un salaire, il a une indemnité par
parlementaire. Il faut que c'est des choses qui doivent être connues de tous. Donc on ne doit même plus débattre là-dessus. Cela dit, je suis d'accord avec vous. Je suis en train de vous dire vous êtes un élu. Oui, vous êtes un élu. Vous avez en face de vous des électeurs qui attendent des réponses aux questions qui se posent. Alors est-ce que vous allez leur dire telle chose n'a pas été faite parce que c'est le Parlement ou bien c'est le député que nous avons élu? Tu vois, c'est vrai. Vraiment, quand on parle comme ça veut dire qu'on marche sur la loi fondamentale de ce pays. C'est pas moi qui l'ai écrite. On est d'accord, la loi... Mais... Non, si tu ne me laisses pas terminer... Allons-y, vous avez la que parole. ceux qui nous regardent comprennent de quoi on parle. C'est le Parlement qui organise le débat d'orientation budgétaire. C'est la loi qui le dit. Ce n'est pas les députés. Les députés ne sont que des éléments... Ne sont que dans l'animation. Donc, le travail que vous demandez là, le recrutement des experts fiscaux et ainsi de suite. Quel est le député qui peut recruter un expert fiscal? C'est le Parlement qui doit se donner les moyens de le faire. C'est le Parlement qui doit utiliser tous les moyens d'action que lui confère la loi pour apporter la contribution la plus efficiente possible à l'enrichissement des lois, pour résoudre les problèmes des populations. Ce n'est pas un jeu d'écriture comptable ou de position de savance ou d'expertise, c'est-à-dire les documents très bien présentés et bien alignés des députés et très bien présentés et bien alignés du gouvernement. Non, ce serait trop facile. Parce que nous avons l'efficience pour le faire. Il s'agit d'apporter des réponses précises à des problèmes qui se posent à des populations. Et ça se traduit par des prévisions budgétaires, mais aussi des anticipations sur les phénomènes. Ça veut dire quoi? Je vous ai parlé tout à l'heure, le cas des enseignants est très illustratif du type de budgétisation que nous avons. Vous ne pouvez pas imaginer qu'en novembre, quand on votait ce budget, personne n'imaginait qu'il y avait même des problèmes avec les enseignants. Mais il suffit de 2 semaines pour que la pertinence des revendications pose un problème de budgétisation dans le sous-secteur éducatif. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que, et j'ai parlé tout à l'heure de convergence sectorielle, il faut désormais construire sur les convergences sectorielles. Les convergences sectorielles permettent à des administrations de travailler en commun pour collecter les informations. Je suis d'accord avec l'honorable que la perspective pour un député de collecter l'information, parce que quand les populations expriment un besoin, le besoin est brut. Il faut maintenant le synthétiser, il faut le structurer, il faut le rendre budgétisable. Ça veut dire que le député, son rôle est de donner au Parlement la bonne information. Oui, donner la bonne information en tenant compte des avis qu'il peut avoir de gauche et à droite. Laisse-moi terminer. Donner la bonne information au Parlement par rapport à un certain nombre de choses. Et notre activité, donc, au sein des commissions au Parlement, c'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire que chaque député, étant membre d'une commission, apporte la meilleure information possible. Et vous-même, vous avez posé la question tout à l'heure. Lorsque l'ordonnance va venir, le projet de loi portant ratification de cette ordonnance n'aura pas un état financier de l'exécution des 6 derniers mois. Or, cet état financier va plutôt apparaître lors de l'alias qu'on va examiner dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Parce que et dans le nouvel environnement, comment rendre le travail du parlementaire efficace? Parce que vous dites du parlementaire, du Parlement. Justement, oui, du Parlement. Oui, je ne pas sur les mots, j'ai dit les mots du Parlement. Le Parlement ne peut pas être efficace s'il n'a pas de parlementaires qui se mettent à la tâche. Parce que vous avez parlé bien du mot anticipation. J'aime ce mot. Au sein du Parlement, il y a sans doute une commission en charge des questions d'éducation. Au sein du Parlement, on a des parlementaires qui sont sans doute des enseignants. Est-ce qu'à leur niveau, ils remontent l'information? Est-ce qu'ils sont la première source d'information? Je ne vous coupe pas parce que je voudrais vous dire, au niveau du Parlement aujourd'hui, il y a une dynamique qu'on voit. Toutes les commissions aujourd'hui se saisissent des questions problématiques de ces commissions. Mais on n'a pas vu ça avec les salaires depuis 2017 des enseignants. C'est justement ce que je suis en train de vous dire. C'est pas ça le rôle de la commission. Le rôle de la commission, c'est d'abord d'interroger le gouvernement et d'échanger avec le gouvernement sur les problématiques des questions qui concernent ces commissions-là. Et par exemple, l'éducation, les députés ont travaillé plusieurs fois avec ces membres de l'éducation en la session de mars. Mais je voudrais seulement dire
comme l'a dit mon collègue Essomba, c'est qu'il n'y a pas de synergie entre les ministères. Ces synergies-là doivent être faites. Et c'est pour ça qu'on pouvait facilement anticiper. Nous, on a les données qu'on nous donne. Quand on travaille avec un ministre, on interroge sur tout ce qu'on peut interroger. Il nous donne les données qu'il a devant lui. Ma question et reste, chacun reste. Ma question reste honorable. Je voudrais avoir une réponse. Ma question reste. Je voudrais dire. Il n'y a pas de cohérence au sein du gouvernement. Hein? Il y a eu. Non, je ne parlais pas de cohérence. Non. Bon, disons qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Je parle de convergence sectorielle. Voilà. Vous le permettez, en plein, n'est-ce pas, Docteur, je vais vous donner la parole. Okay. Sinon, je vais oublier ce que j'avais à dire. Alors, convergence sectorielle. Imaginons par exemple que les ministères qui sont chargés de l'éducation n'ont pas vu venir la crise, la grève des enseignants. C'est de ça qu'il s'agit par exemple, pour prévoir cela. Alors, le député qui est en commission se retrouve face au ministre en charge de l'éducation. S'il n'a pas la bonne information, comment peut-il aider le gouvernement à prévoir cette chose? Vous voulez que je vous donne la réponse? Oui. Okay. Je vous donne la réponse. Le député qui se retrouve en commission, même la commission de l'éducation, qui interpelle le ministre sur la question, le ministre va lui donner une réponse conformément au cadre réglementaire de l'interpellation et de la réponse. Ça veut dire quoi? Si c'est une question orale, il viendra répondre de façon orale. Si c'est une question écrite, il fera également une réponse écrite. Si c'est un projet de loi, il faut savoir que les membres du gouvernement viennent défendre des projets de loi qui sont présentés par le président de la République. Donc, c'est l'institution exécutive et le Parlement qui sont face à face. Et généralement, les ministres n'acceptent même pas qu'on change une seule virgule d'un texte qui a été présenté par le président de la République. On le comprend fort bien. C'est pour cela qu'il parlait des évolutions. Il faut bien voir où on va. On sort d'une situation où on ne peut rien changer dans un projet de loi. Parce qu'il est verrouillé politiquement, et effectivement, le fait que le président présente un projet de loi verrouille ce projet de loi. En revanche, et c'est pour ça que les réformes de 2018 sont intéressantes, parce que le débat d'orientation budgétaire permet donc justement, lorsqu'il est bien organisé, aux députés d'apporter le maximum de contributions, de façon à ce que la planification et la programmation budgétaire qui va se mettre en place dès le 1er juillet, aboutissent en novembre à un projet de loi qui a pris en compte toutes les préoccupations exprimées par la représentation nationale. Docteur Ouna. Merci. Je voudrais simplement préciser que, eh bien, tous ces moyens, ces instruments sont clairement encadrés. C'est-à-dire que le Parlement dispose selon la Constitution, je pense que c'est le titre qui traite des rapports entre l'exécutif et le législatif, n'est-ce pas? Pour le contrôle et l'évaluation de l'action gouvernementale, nous avons les questions orales ou écrites, n'est-ce pas? Nous avons les commissions d'enquête qui peuvent être spécialisées ou non. Nous avons même des commissions mixtes paritaires, oui, etc., les pétitions. Vous avez donc toute une technologie, j'allais dire, instrumentale, qui permet que ce travail soit fait. Ça, c'est clair. Maintenant, il faut également que les principaux concernés, déjà, s'approprient de ces instruments. La pratique, oui. Voilà, qu'ils sachent, bien sûr, les manier, mais aussi ne pas penser, j'insiste là-dessus, ce n'est pas un problème qu'au cours d'un exercice intervienne soit une loi rectificative. Non, ce n'est pas un problème. Voilà, c'est tout à fait réglementaire. Mais l'essentiel, c'est que, eh bien, à terme, que ça produise l'effet escompté, eh bien, qu'à terme, que cela corresponde certainement à une demande sociale prégnante. Et à cela, je reviens au docteur Nka tout à l'heure, c'est-à-dire que pour que le gouvernement s'est saisi d'une question sociale, il y a ce qu'on appelle en politique, n'est-ce pas, l'agenda, la mise en agenda, c'est-à-dire qu'il faut un certain nombre d'éléments qui permettent, qui font à ce qu'un problème d'origine sociale devienne un problème politique et appelle donc, n'est-ce pas, l'intervention du gouvernement. Et aussi, cela peut dépendre de la gravité, voire de l'urgence. Et dans le cas d'espèce, ce qui a été fait au Cameroun ces 6 derniers mois est assez important. C'est-à-dire que les sommes qui ont été débloquées express, n'est-ce pas, par la décision du président de la République, c'est quand même des sommes relativement importantes. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, il est normal qu'on s'ajuste, qu'on rectifie. Et il est également normal que les instruments qui sont dédiés,
et qui sont prévus aussi bien par la Constitution, par les règlements, etc., qu'ils soient mis en branle pour que nous ayons effectivement, n'est-ce pas, un débat parlementaire qui soit porteur, n'est-ce pas? Et il faut bien expliquer cela à ceux qui nous écoutent. Sur la question du débat parlementaire, vous avez bien fait de dire que le budget c'est aussi un instrument politique. Absolument. Mais il faut que le mot politique là ne soit pas plus connoté vers un instrument politicien. Il faut que dans politique, là, on voit l'intérêt général. Pourquoi je le dis? Parce que si on part analyser la configuration du Parlement actuellement, vous voyez bien, et l'honorable souligne, quand un texte vient du gouvernement, puisqu'il est défendu, c'est le texte du président de la République défendu par un membre du gouvernement, même la virgule ne peut pas être bougée. Pourquoi? Parce que il ne peut pas. Non, il y a débat même sur les virgules. Docteur, je ne change pas la pratique. C'est normal. Pourquoi? Parce que il y a une parfaite. Le Parlement et le gouvernement sont au diapason par la coloration politique. C'est-à-dire, les députés, majoritairement RDPC, peuvent avoir de la peine à poser un regard critique sur les textes venant du gouvernement. C'est ça qui nous pose un problème. Notre problème, à nous, c'est de voir l'efficacité dans la production et dans le suivi de l'action gouvernementale. Ce suivi-là passe par fondamentalement un travail parlementaire révisé. De telle sorte, vous savez, tout ce que vous citez sur le plan réglementaire, les pétitions, les questions orales, c'est très beau, ça se fait dans tous les parlements, mais le problème au Cameroun, c'est quelle solution après? Est-ce que nous anticipons? Moi, j'ai aimé le mot du député. Est-ce que nous anticipons? Est-ce que Covid, qu'on vient intégrer sous forme de recettes aujourd'hui parce que les tests, est-ce qu'on ne pouvait pas, dès décembre, analyser la conjoncture internationale qui faisait payer Covid? Partout, nos ministres voyagent, nos députés voyagent. Ils savaient que avant que le président de la République ne décide que les tests Covid sont payants, partout à l'étranger, on les payait. Pourquoi ne pas anticiper? Alors on va sortir de ce sujet rapidement, un dernier tour de table, rapidement. Voilà, oui. C'est vrai qu'il est normal, par ailleurs, qu'un gouvernement puisse avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Cela permet de gouverner sans trop d'heures. Seulement, j'ai eu la chance parfois d'assister à ces débats parlementaires. Vous serez peut-être surpris de savoir que les questions les plus dérangeantes, entre guillemets, les plus pertinentes viennent souvent des députés du RDPC, pour ne pas les nommer. Je ne sais pas ce que vous entendez par là. C'est pour dire que... certainement pas. C'est pour dire que, non, il y a une volonté politique, il y a des choix politiques qui sont faits par le gouvernement. Et ce sont des choix, entre guillemets, j'allais dire communautaires. Regardez un peu sur le long terme comment notre gouvernement fonctionne. La réponse prioritaire a toujours été la réponse sociale. Ce qui nous permet, n'est-ce pas, de limiter un peu la casse au niveau des problèmes sociaux qui peuvent survenir et qui, malheureusement, parfois, nous met un peu en porte-à-faux avec ce qu'on pourrait appeler une orthodoxie budgétaire. Parce qu'à partir du moment où, eh bien, on sort des prévisions, mais on ne sort pas des prévisions en l'air. On sort des prévisions parce qu'il faut répondre à une demande sociale prégnante et pertinente. Alors, et c'est pour cela que finalement, je termine, le rôle finalement d'un budget, n'est-ce pas, c'est de contenter les populations, c'est d'apporter des réponses, voilà, n'est-ce pas, à la demande sociale. Donc on ne peut pas... Comment amener le Parlement à être efficace pour contenter les populations? C'est ça la question. Puisque nous sommes désormais dans cet environnement nouveau, vous avez à répondre à vos électeurs, il faut quand même pouvoir dire des choses. Comment amener le Parlement, vous ne voulez pas qu'on parle des députés et des sénateurs, comment amener le Parlement à être efficace pour qu'on puisse apporter à partir du budget des réponses concrètes aux populations? Tout à fait. Je voulais dire que c'est déjà en train d'être fait, puisque aujourd'hui, au niveau du Parlement et de l'Assemblée nationale, il y a véritablement des réformes. Parce que j'ai été à la 9e législature, aujourd'hui je suis à la 10e législature. Ce que je vois au niveau de la 10e législature, c'est le dynamisme qu'il y a au niveau des commissions. Aujourd'hui, toutes les commissions se mettent en branle.
toutes les commissions échangent avec leurs sectoriels. Et les échanges, c'est pas des échanges de gaieté de cœur, c'est des échanges véritables, des échanges houleuses, là où le gouvernement est interpellé et là où nous arrivons à nous mettre à niveau, nous aussi. Parce que nous ne maîtrisons pas tout. Ces échanges permettent non seulement aux députés d'être à niveau, et aussi d'interroger le gouvernement, d'amener des solutions et de permettre au gouvernement de prévoir. Parce que nous partons de la population, nous-mêmes. On est d'abord à l'école, avec le gouvernement, on voit ce qui se passe, on leur pose des questions, ils répondent et on trouve des solutions ensemble. Et c'est pour ça que je dis, toutes les 9, surtout les 8 commissions, parce que la commission des pétitions attend un peu plus de pétitions, mais toutes les autres 8 commissions sont en branle et se mettent dans la peau aujourd'hui des parlementaires. Et c'est ce que nous cherchons et c'est ce dynamisme-là que nous voulons. C'est pour ça que, comme je l'ai dit tantôt, que mon collègue a parlé du Parlement. Le Parlement, oui, mais les députés forts, oui. Et les députés forts, ça ne peut qu'arriver que si nous avons des cabinets parlementaires fiables. Et avoir ces cabinets parlementaires, c'est que l'Assemblée nationale nous permet d'avoir des moyens intellectuels, des moyens financiers pour pouvoir gérer nos cabinets parlementaires, qui peut nous amener à avoir des réponses fortes et des réponses fiables. C'est vrai, si tu permets, je vais ajouter. Lorsque le député, parce que Honorable Somba peut me donner une réponse sur cette inquiétude, lorsque j'entends le député et Madame la députée dire qu'il y a un échange bien cordial entre les commissions et les membres du gouvernement. Ça me fait un peu bizarre parce que lorsqu'on écoute les députés, on les rencontre, il y a un souci. Ce n'est pas au sein du Parlement qu'on a la bonne information pour résoudre les problèmes des Camerounais. Est-ce qu'un député, même s'il a la signature du très honorable Kabaye Djibril, peut aller frapper à la porte d'un ministre pour demander une information? Le même jour, on lui donne cette information. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Comment on ne voit pas. C'est possible. C'est possible. On ne voit pas. Les députés nous le disent clairement que c'est difficile d'aller suivre on est d'accord, vous avez fini, Pierre. Le gouvernement au quotidien. C'est possible. Pierre, vous avez fini. Alors, oui, vous allez peut-être répondre à sa question, mais la mienne, comment apporter des réponses efficaces à la demande sociale à partir du budget? Et vous êtes, le Parlement est responsable dans ce cas-là. Oui, il faut revenir au rôle du Parlement et du député. Et je commence par sa réponse. Lorsqu'un député agit seul, en réalité, il ne peut pas être efficace. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas le travail du député, c'est le travail du Parlement comme institution, qui utilise donc le député au sein des formations qui existent au Parlement. Parmi ces formations, il y a les groupes parlementaires. Il y a d'abord le bureau lui-même, le bureau d'âge, le bureau définitif, les groupes parlementaires, les commissions spéciales, les commissions paritaires. Voilà les formations qui sont les leviers d'action du Parlement. D'où vient-il qu'un député camerounais se lève et va chez un ministre? D'ailleurs, le ministre, s'il te reçoit, c'est qu'il est gentil. Madame, vous voyez, un ministre qui sait... Les députés se plaignent. Pourquoi Parce qu'un ministre qui sait ne peut pas répondre à un député qui se présente à sa porte. Ce n'est prévu nulle part. Les relations entre les députés, les parlementaires et les membres du gouvernement sont encadrées par un texte qu'on appelle le règlement intérieur. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire sur ces différents points-là pour que le travail soit efficace? Pour que le travail soit efficace, il faut, comme elle disait, activer les leviers dont dispose l'administration